Il est 8h33 sur BFM TV RMC. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes de France. On va parler de l'hôpital, on va parler aussi de la grève des médecins généralistes. Mais la France est confrontée à 3 épidémies en même temps. On a le Covid, on a la grippe, on a la bronchiolite. On va commencer par le Covid. Est-ce que vous voyez, vous, au SAMU, aux urgences, l'effet de cette 9e vague de Covid? On voit que les chiffres montent de façon assez inquiétante. Oui, alors on la voit par deux faits. Premièrement, les pathologies aiguës avec des gens qui en fait n'ont pas été vaccinés et pas malades. Il y en a encore. Pas vaccinés du tout. Pas vaccinés du tout, encore malades, mais c'est vraiment très peu. Et les personnes qui ont été vaccinées, qui sont à nouveau contaminées parce que le vaccin a été fait il y a très longtemps, bon, ils font des formes plus ou moins importantes et on arrive à gérer. Et puis les Covid longs, qui sont des gens qui ont développé des pathologies chroniques. Mais des gens plutôt âgés? C'est très variable, hein. C'est plutôt âgé ou pas forcément âgé. Des gens beaucoup qui sont, vous savez, au contact du public, par exemple les caissières de supermarchés, les personnes qui sont avec beaucoup de contacts avec la population en fait. Mais à ce stade, on n'est pas du tout dans une situation où on était par exemple il y a 1 an, je ne parle même pas d'il y a 2 ans, mais où il y aurait un risque d'engorgement des urgences qui bloquerait le système. Non, il faut vraiment comprendre le Covid. On va en parler encore des années. Hein. C'est une véritable maladie qui est arrivée sur Terre. Voilà. Il y a une écologie du système et du virus qui va suivre tout au long. Alors vous avez remarqué, il y a des épisodes saisonniers. En gros, c'est début du printemps et début de l'hiver. Bon, il revient. Il reviendra encore pendant très longtemps. Car Noël 2023, Noël 2024, on vivra avec le Covid. Oui, mais il faut pas en avoir peur. C'est-à-dire, en fait, ceux qui essayent de vous faire peur en disant « Ouh là là, Noël, pas de fête, etc. » Non, ils se trompent. Il faut qu'on vive avec. Ça sert à rien de faire peur plus que ça à la France, qui est quand même un pays qui adore être angoissé. Donc, il faut quand même faire gaffe. Et c'est quelque chose qui, on va vivre avec. Ce qu'il y a de sûr, si vous voulez, puisque la question d'après, c'est alors les vaccins. En gros, les personnes à risque ou les personnes fragiles, faut en parler avec votre médecin. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, c'est intéressant de se refaire vacciner. Et les plus de 65 ans et les personnes avec des maladies chroniques, il faut se revacciner. Ouais. On va reparler des vaccins, mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a 30 ans, qui n'est pas spécialement à risque, qui n'a pas de comorbidité, mais qui va passer les fêtes avec ses parents, ses grands-parents, est-ce que, au fond, il vaut mieux aller se faire vacciner pour prendre moins de risques? Non, bonne fête, il faut qu'ils profitent. Hein, ça n'empêche pas de passer de bonnes fêtes et d'aller se faire vacciner avant. Voilà, c'est super, tout le monde à table et c'est génial. Le truc, c'est que s'il y a des personnes, vous savez, il y a encore les autotests et les tests, donc ça vaut le coup de se faire tester s'il y a des risques ou des personnes avec des maladies chroniques autour de la table. Voilà, ça c'est bien. Et se faire revacciner, évidemment, si il y a des personnes qui sont vraiment à risque. Se protéger soi-même, c'est protéger l'autre. Donc là, vous avez toute une logique éthique et qui est intéressante. Bon, mais quand on regarde les publics cibles, puisque vous parliez de la vaccination, quand on regarde les publics cibles, seulement 20% de ceux qui aujourd'hui pourraient se faire vacciner en France se sont fait vacciner, donc les plus de 60 ans et ceux qui ont des comorbidités. Quand on regarde en Angleterre, par exemple, je crois que c'est 60% des plus de 50 ans, 70%, 80% des plus de 70 ans. Donc eux ont une vaccination plus massive que la nôtre. Est-ce que c'est eux qui ont raison ou est-ce qu'on devrait les rattraper ou finalement c'est pas l'essentiel? Non, on a toujours un rythme un peu de diesel, hein, donc faut un petit peu de temps. Et là, c'est vrai que la communication du gouvernement est absolument pas claire par rapport à ce qu'on a connu du temps de Jean Castex, où il y avait en fait une certaine solennité et une certaine mobilisation. Ça manque ça, cette solennité? Oui, je pense que ça manque notamment pour les gestes barrières, parce que de toute façon, tout commence par les gestes barrières. Et c'est pas en faisant une grande incantation en disant ça serait bien que vous remettiez le masque dans les transports qui seront mis. Ça marche pas. Puisque vous parliez de cette grande incantation, voici ce que disait justement la première ministre qui a succédé à Jean Castex, Elisabeth Borne, cette semaine à l'Assemblée. Elle lançait cet appel solennel. On l'écoute. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie.
Patrick Folio, je vous sentais en écoutant cet extrait soupirer. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Ce qui ne va pas, c'est que on est un peuple vaillant, on est un peuple courageux, on est un peuple très obéissant. Vous savez, vous vous rappelez quand d'un coup, en 2020, on avait dit on va faire le confinement, tout le monde avait dit personne ne le respectera. En fait, révélation, nous sommes un pays où on est très obéissant et le peuple français est quelqu'un qui obéit. Mais quand d'un coup on dit juste il faudrait faire ça sans obligation, en fait personne ne le fait. Pour venir vous voir, j'ai pris le métro, on était 2 dans la rame, serrés comme des sardines, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, comme vous avez cette promiscuité, c'est sûr que quelqu'un qui tousse dans la rame, dans le wagon, dans l'avion, dans le train, il contamine tout le wagon. Voilà. Je fais une parenthèse. Vous portiez le masque ce matin. Est-ce que vous avez continué à porter le masque tout l'été? Oui. C'est-à-dire que vous n'avez jamais cessé de porter le masque dans les transports. Pourquoi? Pour une raison simple, si je tombais malade, il manquait un médecin dans ma structure. Et on en est. Vous êtes médecin, mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'on a eu tort de renoncer à inciter les gens à porter le masque dans les transports? Oui, mais là, c'est un problème de culture. C'est-à-dire, ce qui vous a sans doute frappé aussi, c'est quand vous prenez les transports, par exemple, les gens, les Asiatiques, ils le portent systématiquement. C'est dans leur culture. Il y a une épidémie, on porte le masque. Nous, on n'avait pas franchi cette étape. Or, on sait que porter le masque, notamment là, avec ce qui nous arrive, c'est-à-dire à la fois le cumul de l'épidémie, Covid, grippe, voilà, c'est quelque chose, il aurait fallu que ça rentre beaucoup plus dans la culture. Puisqu'on parlait de la manière dont le gouvernement parle de manière plus ou moins efficace aux Français sur ces sujets, voici un autre exemple, c'est François Braun, ministre de la Santé, à propos de cette question du masque dans les transports. Et voici ce qu'il disait sur France 5 hier soir. Il appelait les Français à assumer cette responsabilité. On écoute. Je suis pour que les Français assument cette responsabilité. Ils ont compris qu'avec le masque, on se protégeait. Donc, je fais le pari de dire, prenez votre responsabilité. Mettez le masque si vous voulez pas qu'on soit enquiquiné demain. Mettez le masque si vous voulez pas qu'on ait de nouveau des morts supplémentaires. Mettez le masque. Moi, je crois en la bonne volonté des Français quand on leur explique. Vous disiez, Patrick Folio, tout à l'heure qu'on avait découvert avec le Covid que les Français étaient obéissants. C'est pas plus important la responsabilité individuelle plutôt que l'idée de se dire on applique de façon un peu moutonnière ce que dit le gouvernement? Je suis complètement d'accord avec vous, mais justement, si par exemple ça voudrait dire qu'on n'a même plus besoin de gendarmes sur les routes puisque tout le monde va respecter le code de la route. Or, c'est pas le cas. Donc, du coup, il faut quelque chose qui soit vraiment formalisé. Moi, à mon sens, il gagnerait en temps et en efficacité en disant, voilà, dans les transports, vous reportez le masque. On n'est pas, là encore, on leur demande pas d'aller trop loin sur des conduites à tenir, par exemple sur les écoles comme on a connu, ou de menacer d'un reconfinement, etc. On n'en est pas là. C'est juste qu'on doit remettre là, de manière très transitoire, vous voyez, c'est probablement juste pour l'hiver, de manière à limiter. C'est très inquiétant de voir quand vous avez plein de gens qui sont rassemblés, qui sont serrés les uns contre les autres. Il y en a un qui tousse, les autres sont contaminés. Et la grippe va, vous allez voir, ça va pas être triste dans les prochaines semaines. On va en reparler, mais s'ils ne le font pas, il y a peut-être des raisons techniques parce qu'il faudra un décret, des raisons politiques parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir faire passer une loi sur le sujet, mais aussi des raisons de bon sens. Ils savent que les Français sont épuisés, fatigués, il y a une forme de ras-le-bol. Et beaucoup de Français vraiment ont plus envie de reporter le masque au quotidien pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir dans les transports. Mais je crois pas ça. Si on leur explique et si on donne une conduite, vous savez, je préfère voir le masque porté dans les transports que de voir des familles porter leurs proches dans les cimetières. Donc du coup, il faut limiter le truc. Par exemple, vous savez, comme ça fait 2 ans, c'est ça qui nous inquiète en fait, comme ça fait 2 ans qu'il y avait tous ces gestes barrières. En fait, vous aviez une protection collective qui était faite. Voilà. La grippe qui va arriver, si on ne se vaccine pas bien contre la grippe, et si la grippe arrive sur des corps qui n'ont pas été en contact avec le virus, on ne sait pas trop ce que ça va donner, et ça peut être assez épouvantable. Et c'est ça qui est en train d'arriver aux urgences en ce moment, c'est cette épidémie de grippe plus virulente et plus forte, parce qu'on s'est protégé avec le masque pendant 2 ans, parce qu'on se tenait à distance, et c'est pour ça que les noms, parce que je regardais les chiffres de consultation, ça a été multiplié par 2 dans certaines régions de France en quelques jours, notamment dans l'Ouest, mais c'est en train de gagner tout le territoire métropolitain. C'est une grippe particulièrement virulente cette année. Elle est a priori, là aussi, il ne faut pas faire peur inutilement.
A priori, oui. Et le problème, c'est là que, par rapport à votre question, c'est l'accès aux soins. Oui. Et en effet, par rapport à ce problème de l'accès aux soins, le seul recours qu'il y a dans plein de régions, c'est d'aller aux urgences. Donc c'est pour ça que vous avez une augmentation qu'il y a au niveau des urgences. Mais le problème des urgences, c'est pas que le problème des urgences, c'est le problème de l'hôpital globalement. Mais là, on se prend donc cette épidémie de Covid, cette épidémie de grippe. Et sur la grippe, on se demande, mais est-ce qu'il faudrait, là aussi, inciter davantage à vacciner? Le chiffre que donnait Olivier Véran à ce micro hier matin sur BFM TV RMC, c'était 15% de vaccinés en moins contre la grippe que l'année dernière. Oui. Oui, et ça c'est inquiétant, mais ils ont peut-être pas fait suffisamment de prévention sur et la vaccination de la grippe qu'il fallait faire. Maintenant, ça a un intérêt, hein, pareil, les soignants doivent se vacciner contre la grippe, les personnes au contact du public doivent se vacciner contre la grippe, ça c'est évident. Mais voilà, si vous n'avez pas d'incitation forte, ça risque d'être un problème, parce qu'en plus de ça, si vous voulez, vous avez une défiance par rapport à la science avec les anti-vax qui sont un véritable courant. Bon. Ça vous inquiète qu'ils soient aussi virulents, enfin que, entre guillemets, que leur combat et que leur message continuent à être très, très puissants sur les réseaux sociaux? Écoutez, quand d'un coup, Étienne Klein, qui est le physicien bien connu, m'a révélé que 15 à 20% des Français pensent que la Terre est plate et que c'est un courant, les platistes, qui est bien présent, c'est inquiétant, parce que d'un coup, les anti-vax, c'est aussi ceux qui sont contre la science. Et ça, c'est un problème. Ça rejoint le problème que vous avez quand vous êtes soignant et de refuser les vaccins, car quelque part, en fait, vous refusez la science. Et c'est difficile de comprendre que vous pouvez être soignant et appliquer des traitements modernes en n'y croyant pas vous-même. Ça pose des questions. Vous l'avez dit, Patrick Pelloux, il y a le Covid, la grippe, la bronchiolite, on va rajouter la bronchiolite qui pèse sur l'hôpital. Et à propos justement de la pédiatrie, de la bronchiolite, il y avait une tribune publiée par Le Monde cette semaine, de 10 000 soignants qui interpellent le président de la République. Et ce qu'ils décrivent sur le fonctionnement de l'hôpital est assez frappant. Et je vais vous lire quelques extraits. Et au fond, ça indique aussi le fonctionnement de l'hôpital en général. Quotidiennement, des enfants hospitalisés sur des brancards ou sur les genoux de leurs parents aux urgences. Des enfants intubés ou hospitalisés sans chambre dans le couloir de la réanimation. L'épidémie annuelle de bronchiolite s'est transformée en un mauvais remake de la pandémie de Covid-19. Vous l'avez vu, ça, des enfants qui sont intubés dans le couloir, sans chambre? C'est pas que des enfants, vous voyez. Je comprends, parce que l'enfant, il y a toujours une valence. Des enfants de moins de 2 ans. Hein, voilà, il y a une valence très importante. Mais écoutez, ça, on peut le décliner sur l'ensemble de la chaîne des urgences, que ce soit les enfants, mais je peux aussi vous décliner ce qui se passe pour les personnes âgées. Bon, on est dans une crise absolument majeure sur l'hôpital. Le Ségur a servi quasiment à rien. L'augmentation des soignants dans la foulée de la première vague de la pandémie. Si vous n'avez pas un choc d'attractivité pour les soignants, qui, à mon avis, je pèse mes mots, est une augmentation d'au moins 30% de leur salaire, ce qui a été fait dans d'autres pays, il n'y aura pas de choc d'attractivité. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez, par exemple, dans les grandes villes, avec les salaires des infirmières et des aides-soignants, vous ne pouvez pas vivre. Donc, vous prenez votre voiture pour venir travailler, le prix de l'essence a augmenté, donc c'est de plus en plus coûteux, donc il y en a beaucoup qui préfèrent renoncer. Deuxièmement, on s'est trompé. Il faut le reconnaître, ils se sont trompés. Quand ils ont fait l'hôpital entreprise, ils ont cassé la cellule ouvrière. Donc dans les années 2007, 2008. Ouais. La cellule ouvrière de l'hôpital, c'est le service. C'est le service. Ils ont voulu faire des pôles, des espèces de technostructures incompréhensibles et qui ne fonctionnent pas, et qui ont créé une surtechnostructure où, en fait, on a tous perdu nos bases. Il faut revenir sur les services, mais je sais que le ministre de la Santé, François Braun, est sensible à cela. Qui était urgentiste comme vous, il y a quelques mois. Et voilà. Et du coup, ce que vous voyez en pédiatrie, vous pouvez le décliner sur l'ensemble de la chaîne. Quand vous avez, sur l'assistance publique, il manque à peu près, au minimum, chiffre donné par le directeur général, 1000 infirmières. On compte même pas le manque d'aides-soignants, de brancardiers, etc., etc., etc. C'est vraiment une interpellation. On n'avait pas ça il y a 30 ans. Quand vous avez 20% des lits fermés sur l'assistance publique, c'est à peu près pareil, à peu près partout. Quand on dit lits fermés, c'est que les lits existent, les chambres existent, mais il n'y a pas les soignants. C'est très important ce que vous dites, parce que les lits sont là. Le lit est là, le matériel, l'oxygène, l'électricité, tout ça, tout est là. Mais il n'y a pas le personnel. C'est vraiment une interpellation. On a à peu près entre 60 000 et 80 000 infirmières qui ont arrêté le métier et qui sont partis faire autre chose. Bon, c'est tout à fait honorable, mais juste, on n'a pas prévu tout ça. Au passage, il y a quand même encore des soignants non vaccinés qui
aimeraient revenir travailler et qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont pas vaccinés. Je fais cette parenthèse parce que ils sont pas, c'est pas ça qui résoudra la crise de l'hôpital. Mais il y a aussi cette question-là. Il y a un paradoxe où il y a des milliers de soignants à qui on a suspendu leur paye, qui peuvent pas travailler. C'est un sujet. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui m'a vraiment. C'est très triste ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Proposition de loi des Insoumis, qui a failli être passée. Le gouvernement a dû faire l'opposition pour empêcher qu'elle passe. Ils ont failli en venir aux mains. C'est n'importe quoi. Donc il faut retrouver la raison. Vous êtes contre par principe? Non, pas du tout. C'est que je pense que le sujet maintenant, il est tellement bouillant que c'est même plus la peine d'essayer de le résoudre. D'accord. Donc il faut tourner la page. C'est-à-dire les licenciés, pour faire simple. Non, pas du tout. Non, vous pouvez pas. Écoutez, il y a un problème de justice sociale. Vous ne pouvez pas mettre perpétuité sur l'exclusion de quelqu'un parce qu'il ne s'est pas vacciné, alors même que les règles sur la vaccination n'étaient pas claires dans le code de santé publique. Et qu'on est le seul pays européen qui continue à exclure les soignants non vaccinés. Du coup, il faut tourner la page. Il n'y a pas de... Mais ça veut dire quoi, tourner la page? C'est-à-dire qu'il faut les réintégrer. Les réintégrer. Il faut les réintégrer et remettre des règles. Et remettre des règles très claires. Mais il y a beaucoup de médecins qui ne disent pas ça. Non, mais je sais. D'accord. C'est pour ça que j'avais mal compris. Beaucoup de soignants disent par principe, on ne veut plus les voir. Avec beaucoup de respect, je comprends, mais on ne se sortira pas de ce sujet. On est dans une ornière. Donc il faut tourner la page et remettre des règles qui soient très claires. C'est-à-dire, quand vous êtes soignant, vous devez être vacciné. Donc ils peuvent revenir s'ils se font vacciner. Oui, et il faut mettre qu'en cas de catastrophe, de plan blanc, d'épidémie, s'il y a un vaccin, il faut que tout le monde se vaccine. Vous voyez, il faut redéfinir des règles. Faut passer la tâche. Je pense que si vous voulez, il y a un gain à dire, bon, écoutez, le sujet a évolué, notamment si vous prenez par exemple la vaccination, à l'heure actuelle des soignants, j'ai envie de vous dire, quel schéma vaccinal? 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, quel schéma vaccinal? Vous avez plein de soignants qui ont fait 1 dose, 2 doses, 3 doses, etc. Pour qu'ils reviennent, il faudrait qu'ils fassent au moins 1 dose. Ou au moins les 2 premières doses. Je pense de toute façon, ils peuvent revenir, mais il faut évidemment. Et c'est le même sujet qu'on avait eu il y a quelques années pour savoir s'il fallait rendre le vaccin contre la grippe obligatoire pour les soignants. À mon avis, il faut aussi passer par là. Patrick Pelloux, puisque vous parliez de la nécessité d'augmenter les soignants à l'hôpital, ça n'est pas votre domaine, mais on voit qu'il y a une grève chez les médecins généralistes qui aussi réclament une augmentation, une revalorisation du tarif de la consultation à 50 €. Quand vous voyez ça, vous dites, je comprends, ils ont raison, je suis solidaire, ou au contraire, vous dites, mais ces milliards d'euros qu'ils réclament qu'on mette sur les consultations de médecine généraliste, c'est exactement l'argent dont on aurait besoin à l'hôpital pour essayer de désengorger les hôpitaux et augmenter les soignants. C'est plus compliqué que ça. Déjà, il y a une interpellation, c'est par rapport au drame que l'on vit dans le service public hospitalier. Il n'y a pas de mobilisation sociale. Et ça, c'est très grave parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est dans la désillusion. Bon. Deuxièmement, le Ségur a été totalement insuffisant. Il y a les générations comme la mienne, on a perdu 2 échelons. Donc, on a perdu du pognon avec le Ségur. Bon. Troisièmement, le grand perdant du Ségur, ça a été la permanence de soins. C'est-à-dire le travail de nuit n'a pas été valorisé. Ce qui était, il faut reconnaître, c'était une demande du ministère de la Santé et c'est les syndicats qui étaient autour de la table de praticiens hospitaliers qu'on refusé. Ils ont eu tort. Et donc, du coup, vous avez des écarts de rémunération parce que, par exemple, sur la permanence de soins, les médecins libéraux, ils ont été très forts d'obtenir ça, ils sont défiscalisés 70 jours par an. C'est quand même très intéressant. Donc, du coup, il y a un écart qui s'est creusé. Vous dites qu'ils ne sont pas les plus à plaindre, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui est à plaindre, comprenez bien, ce qui est à plaindre dans tout le système, que ce soit la médecine, et c'est pour ça que je les comprends, que ce soit la médecine de ville comme l'hôpital, c'est qu'en fait, les médecins qui continuent à avoir des malades, on est pris pour un peu les idiots du village, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas valorisé suffisamment l'acte de soin. On n'écoute pas assez ceux qui sont au pied du lit du malade. Parce que quand moi je travaille avec le service d'accès aux soins régulièrement avec mes collègues et amis libéraux qui viennent, ils font vraiment le boulot. C'est-à-dire, il faut savoir, mais on parle des médecins, mais on peut parler aussi des infirmières qui se lèvent à 5 h du matin pour faire leur tournée, où les indemnités à cause de l'essence n'ont pas augmenté, donc ça leur coûte de plus en plus cher de leur poche. Bon, tout ça, ça rentre en jeu. Mais surtout, le travail que fait le médecin traitant, le médecin libéral, le médecin spécialiste en ville, il n'a pas été valorisé. Et donc, toute la cathédrale, toute l'architecture du système de santé, en fait,
elle s'est effondrée. C'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on est déjà dans le mur et on est accidenté grave. Or, tout le monde vous dira, le ministre de la Santé, tous ceux qui pensent la santé dans tous les partis politiques, tout le monde vous dit, faut tout changer. Oui, mais on change quoi ? Or, là, vous n'avez pas de dialogue. Et en effet, alors là, ce que demandent les médecins libéraux, je sais, tant mieux pour eux. Consultation, ouais. Oui, c'est le doublement, c'est-à-dire 100% d'augmentation. Bon, mais oui, mais derrière, vous avez des hospitaliers qui regardent ça. L'indemnité de garde de nuit des médecins hospitaliers n'a pas augmenté depuis à peu près 15 ans. Voilà. Patrick Pelloux, invité de BFM TV, RMC ce matin. Bonne journée. Merci.